À l'est de l'Afrique, au cœur de l'océan Indien, s'étend un territoire grandiose et mystérieux, Madagascar. Une île gigantesque, l'une des plus grandes de la planète. Un bout de terre de près de 600 000 km² qui rassemble à lui seul une vingtaine de peuples et de territoires. Au sud, des côtes encore sauvages et préservées, avec au large la deuxième plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie. À l'est de l'île, le paysage change radicalement. Une forêt primaire abrite des centaines d'espèces végétales et animales, pour la plupart endémiques. Au centre, une impressionnante chaîne de montagnes traverse l'île du nord au sud, avec de hauts plateaux rougeoyants qui lui ont valu son surnom d'île rouge. Formidable terre de contraste, Madagascar recèle des trésors naturels uniques au monde. Des espèces rarissimes qui font de l'île un fabuleux sanctuaire pour la biodiversité. Amoureux de leur île, les Malgaches s'engagent pour défendre ce patrimoine exceptionnel. Avec eux, nous partons pour un voyage à la découverte de cette île aux 1000 visages. Notre voyage à Madagascar débute sur les hauts plateaux du centre de l'île, à Antananarivo. La capitale malgache s'élève à 1300 mètres d'altitude et abrite près de 2 millions d'habitants. Cette ville étonnante, entourée de rizières, offre un visage qui raconte l'histoire particulière de Madagascar. Bâtie par les rois Mérina au XVIIe siècle, elle s'élève alors au sommet de la colline d'Analamang, qui devient le siège du pouvoir. Vestige de cette époque, le palais de la reine récemment restauré surplombe encore la ville. Il toise le palais du Premier ministre, construit lui au XIXe siècle. Aujourd'hui, les Malgaches redécouvrent ce patrimoine et s'efforcent de le valoriser. Comme Brigitte Hélisson, historienne et spécialiste de la royauté malgache. Elle accompagne justement un groupe d'étudiants à la découverte du plus illustre monument de la capitale, le Palais de la Reine. Ici, vous avez le bâtiment principal. Donc, il y a bien entendu le palais en bois qui a traversé plusieurs époques et ensuite revêtu de pierre avec les reines qui sont venues successivement jusqu'en 1890. L'architecture change à chaque fois qu'on change d'époque. Et ça fait partie de votre patrimoine, de notre patrimoine à valoriser. Et c'est ça qu'on montre aux gens. Ces étudiants sont tous de futurs guides touristiques. Une fois formés, c'est eux qui seront chargés de faire découvrir aux visiteurs les beautés de leur ville. Donc là, nous sommes plein ouest. Imaginez ce que voient les rois et les reines de l'époque quand ils se réveillaient le matin. Il n'y avait pas encore toutes ces maisons, mais ils voyaient les collines sur lesquelles ils régnaient. Géographiquement, on a une vue à 360 degrés. Donc au niveau de la vision même du pouvoir, c'est très important. C'est aussi ce qu'on appelle communément dans le jargon l'axe mundi. Parce que plus on est en hauteur, plus on monte en pouvoir, c'est humain. Mais en termes de sécurité également, parce que ce sont des sites défensifs qui sont beaucoup plus difficiles à attaquer. La capitale malgache s'est ensuite développée autour de cette colline et s'est étendue au fil des siècles. Au sud de la vieille ville, le lac Anouch, dont la forme rappelle celle d'un cœur, côtoie le seul bâtiment haut de la ville. Il abrite aujourd'hui un hôtel 5 étoiles. En 1896, Madagascar devient officiellement une colonie française.
La ville est rebaptisée Tananarive jusqu'à l'indépendance en 1960. Aujourd'hui, celle que tout le monde appelle Tana est connue pour son relief atypique, son avenue de l'indépendance et ses taxis reconnaissables au premier coup d'œil. Célestine Rangiambouloul est chauffeur de taxi. Au volant de sa 2 chevaux, elle arpente chaque jour les rues et les quartiers de la ville qu'elle connaît comme sa poche. Dans une autre vie, Célestine était professeure de français. Un jour, elle décide de changer de métier. Elle devient la toute première femme chauffeur de taxi de Tana. Bonjour. 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 Vous pouvez m'emmener à la fac? Bien sûr, c'est 15 000 arrières. Ouh là là, mais c'est cher. Ah bah oui, mais c'est loin. Oh. Pas tous les jours que je vais en taxi, là, je suis à la bourre. Allez. Bon, allez, ok, pour 14 000, montez. À chaque fois, Célestine fait sensation. C'est la première fois que je vois une femme taxi. C'est la première fois que vous venez avec la femme taxi ici à Tana? Oui, et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça a plus de 20 ans. J'étais la première femme comme ça. Maintenant, il y en a 5. 5 femmes qui conduisent le taxi. Oui. Ah, il y a de la concurrence. Elles ont imité. Avant, quand j'ai fait ce métier-là, j'avais de longs cheveux et je mets toujours une casquette pour faire tourner mes cheveux ici, puisque les gens, s'ils savent que je suis une femme, ils ne veulent pas monter dans mon taxi. Parce qu'ils doutent des femmes là. Les femmes malgaches, même les hommes malgaches, n'aiment pas avoir une femme taxi. Mais après, s'ils savent que je sais très bien conduire, je fais mon métier très bien, alors maintenant, ils me demandent. Parce que moi, je suis une taxi, hein. Une taxi-woman. Bonne chance. Bonne chance, mademoiselle. Merci. Ah, de rien. Bonne journée. Les 1200 taxis de Tana sont tous d'anciennes voitures populaires françaises, importées sur l'île dans les années 60 et 80. 4L, R9, R12 et surtout la fameuse 2 chevaux. Elles arrivent directement d'Europe par container en pièces détachées. On a coupé en morceaux sur cette voiture, je ne sais pas, en 7 morceaux ou 8. Et on fait combiner avec des soudures et c'est monté comme ça. Voilà, vous voyez là, il y en a des soudures là-dedans. Oui. Peu gourmandes en carburant et faciles à réparer, ces voitures sont devenues de véritables institutions locales. Un patrimoine auquel les habitants de Tana sont très attachés. Comme Célestine, qui veille sur sa 2 chevaux comme sur un trésor. Ça me rend un peu folle là, quelque chose qui me taquine un peu là tout à l'heure. Ah, la voiture, hein, elle a boudé un peu. Elle est capricieuse. Chaque semaine, elle se rend dans un quartier de la ville où une poignée de garagistes passionnés, spécialistes des 2 chevaux, les réparent et les restaurent. Bonjour. Ça n'a pas l'air très grave, mais tu peux jeter un coup d'œil. Regarde. Il y a une fuite d'huile, j'ai l'impression. Regarde ici. Ah oui, je vois. Ici, ça fuit. Pour les pannes plus sérieuses, ça se passe au fond de la cour. Bonjour. Comment ça va? Elle a l'air toute neuve, cette voiture. Il est plus propre que le mien, ce moteur. Oui, on l'a bien nettoyé quand on l'a démonté. Si on a de graves pannes, on vient ici puisqu'on coupe le moteur en 2.
Au pays de la débrouille, rien ne se perd et tout se répare. On assemble souvent des pièces de voitures différentes pour remettre les deux chevaux sur pied. Vous voyez là le roulement avant d'un deux chevaux? Ça peut y aller avec un roulement d'R12 là. Et on combine deux et un peu moins cher comme ça. C'est ça le bricolage. Célestine en profite pour admirer la dernière création de ces mécaniciens de génie. Une 2 chevaux refaite à neuf, à la ligne sportive, avec élargisseur d'aile, jante alu, poignée chromée et volant sport. Mais voyez là, l'intérieur, c'est très très belle. Il a fait la vitesse au volant. Hein. Pour moi, c'est un peu ridicule, mais pour le propriétaire assez jeune, hein, mais quand on est vieille, ça va plus. Hein. À la fin de la journée, Célestine quitte le tumulte de la capitale pour rentrer à Tanjung-Bat, dans la banlieue de Tanna, où elle vit avec son mari. Dans sa famille aussi, le choix de carrière de Célestine a un peu surpris. Quand elle a commencé à faire le taxi, on était tous un peu sceptiques. Une femme qui conduit un taxi, est-ce qu'elle sera à la hauteur? Mais bon, elle a prouvé qu'elle était à la hauteur. Et maintenant, les chauffeurs de taxi qui sont dans le quartier, ils sont un peu jaloux. Car à chaque fois qu'un client arrive, il vient toujours voir Célestine. Aujourd'hui, je suis chauffeur-livreur. Elle est taxi. On est complémentaires. Et moi, je suis très fier d'elle. Depuis 20 ans, la 2 chevaux de Célestine fait partie de la famille et imprègne tous les souvenirs. C'était en 1997. On vient d'avoir cette voiture. On a fait un pique-nique avec les enfants, avec des bicyclettes. Et c'est moi qui a conduit cette voiture. C'est ma voiture hein, maintenant. Hein. Cette année, un Indien m'a demandé d'acheter cette voiture, mais moi je dis c'est pas à vendre. Hein. Je vais rester avec un 2 chevaux. Les alentours de Tanna sont connus pour les nombreuses collines qui entourent la ville. Une douzaine au total, toutes sacrées, dont la plus haute culmine à près de 1500 mètres d'altitude. Sur chacune, s'élevaient au XVIIIe siècle des villages fortifiés, des palais ou des mausolées, dont certains sont encore visibles aujourd'hui. Ces reliefs recèlent aussi un trésor insoupçonné, des milliers de plantes rares et endémiques aux innombrables vertus médicinales. La majorité des habitants du pays utilisent encore ces remèdes naturels pour se soigner. Mais seule une poignée de Malgaches connaissent tous leurs secrets. Félan, Suzanne et Pauline Raantamalal sont herboristes. Ce matin, elles vont faire leur cueillette hebdomadaire sur la colline d'Ambouimang, à une quinzaine de kilomètres du centre de Tanna. C'est un peu dur la montée, mais ce serait encore plus dur au retour. Elles viennent ici chercher des plantes aux propriétés souvent méconnues, mais que ces spécialistes savent reconnaître en un clin d'œil. Ça, c'est de l'avoritsak. C'est une plante qui sert à traiter les problèmes pulmonaires. Quand on est un peu essoufflé ou qu'on a de l'asthme, ça sert à ça, mélangé avec d'autres plantes. Ça, c'est ce qu'on appelle le havuch. C'est une plante qui sert à traiter les problèmes de foie, les problèmes au niveau de l'utérus. Et elle a aussi des vertus nettoyantes. C'est ici qu'on trouve l'essentiel de nos plantes. On a choisi cet emplacement parce qu'ici, l'air est encore pur. On est loin de la ville et de la pollution. Maman,
C'est ici qu'on peut trouver la fameuse plante rare. Celle qui guérit la gale? C'est quoi déjà? Non, on a plus de chances d'en trouver là-haut. C'est sur les hauteurs des collines que l'on trouve les spécimens les plus rares. Avec un taux d'endémisme de 80%, la flore malgache est d'une richesse exceptionnelle. Ici, les feuilles, mais aussi les écorces, les racines et les graines sont utilisées depuis des siècles pour leur pouvoir guérisseur. Tiens, donne-moi un sac pour les grandes feuilles. Ça, c'est le vaon, ou l'aloe vera. Ça sert à traiter les cancers. Mélangé à du miel, ça sert aussi à traiter des problèmes d'estomac. Et la sève gluante, là, elle sert à traiter les problèmes de peau, comme la sécheresse ou les cicatrices. Elle sert même à traiter les pellicules. Elle a un goût très amer. Toutes ces plantes sont endémiques, avec des vertus spécifiques. Chez nous, même l'herbe est utilisée comme remède. Attention à la sève sur vos doigts, c'est vraiment amer. Dans cette famille, la connaissance des plantes est un savoir précieux qui se transmet de mère en fille depuis 5 générations. Comment on reconnaît les plantes? Eh bien, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose d'instinctif, comme un don. On arrive ici avec ma mère et ma grand-mère et elles savent reconnaître les plantes, comme ça. Moi, j'ai fait des études sur les plantes et sur leurs noms. Et puis, j'ai appris petit à petit, avec l'expérience. Quand elle était petite et qu'elle n'avait pas école, on l'emmenait avec nous pour la cueillette. À chaque fois, elle nous demandait ce que c'était, à quoi ça servait. Et nous, on lui montrait, on lui expliquait. Elle a appris très vite. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à nous dépasser. Et maintenant, elle connaît beaucoup plus de choses que nous. Pour Félan, ces cueillettes sont à chaque fois un moment privilégié. Je suis toujours émerveillée face à ce décor. J'ai l'impression d'être libre. En l'espace de 3 heures, les herboristes cueillent une dizaine de kilos de plantes d'une vingtaine d'espèces différentes. Elles les vendront ensuite sur les marchés de Tana et de toute la région. La médecine par les plantes est une médecine naturelle, mais aussi très peu coûteuse. Dans un pays où la moitié de la population n'a pas les moyens d'acheter du paracétamol, elle joue encore un rôle essentiel. De retour chez elle, les herboristes doivent faire sécher les plantes rapidement avant qu'elles ne s'abîment dans les sacs à cause de la chaleur. Maman, fais attention à ne pas tout mélanger. Les feuilles sont ensuite triées et découpées en morceaux pour accélérer le séchage et faciliter le dosage. Voilà, on va les laisser sécher comme ça. La suite des opérations se déroule à l'intérieur de la maison, dans le salon familial. Vous voyez, on les met en sachet, comme ça. Ça permet de mieux les vendre et c'est plus facile pour le dosage. Un sachet comme ça, par exemple, ça représente 5 doses. Puis on met une étiquette avec le nom de la plante, son utilisation et le dosage précis. Ça, par exemple, c'est une plante qui va servir de tisane pour traiter les femmes qui ont un problème de stérilité. En fait, ça permet à l'utérus de se réveiller lors du rapport. À 75 ans, Pauline, la grand-mère, a choisi de passer la main à sa fille et à sa petite-fille. La connaissance des plantes, c'est un peu le trésor de cette famille.
Il n'y a pas beaucoup de Malgaches qui font ce métier, parce que quelque part on est choisi par nos ancêtres. C'est un héritage. C'est aussi pour cette raison que les gens nous respectent, parce qu'on est peu nombreux. J'aimerais bien qu'un de mes enfants perpétue la tradition, parce que c'est un beau métier. On contribue au bien-être collectif en permettant aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments de se soigner. Il y a mon fils qui commence à se passionner pour ce qu'on fait et j'aimerais beaucoup qu'il reprenne le flambeau plus tard. Longtemps pratiquée en secret, la médecine douce par les plantes est aujourd'hui officiellement reconnue pour son efficacité et autorisée par l'État malgache depuis 2007. Elle est même pratiquée dans des cabinets par des tradipraticiens, des naturopathes aguerris aux méthodes de soins traditionnelles, comme Mathilde Boud, à qui Félan, Suzanne et Pauline livrent chaque semaine une sélection de plantes pour ses prescriptions. Bonjour, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Ça va? Voilà les 3 plantes que vous aviez demandées. Ouais. Merci. C'est quoi ça? De l'artichaut. Artichaut? Sauvage. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Quand on s'est rencontrés, je faisais des études pour apprendre à utiliser les plantes médicinales. Ici, c'est comme étudier la médecine. Elles m'ont montré des choses que je n'apprenais pas dans mes cours. Depuis, j'ai ouvert mon petit cabinet et c'est elles qui me fournissent toutes mes plantes. Les gens viennent me voir pour des problèmes de foie, d'estomac, pour des kystes, des fibromes. Beaucoup de mots, un peu tout en fait. Dans son cabinet, Mathilde pratique aussi bien la naturopathie que le massage traditionnel. Pour les plantes, j'ai dû apprendre. Mais le massage, c'est un don que j'ai depuis que je suis toute petite. Cette tradipraticienne passionnée voit entre 30 et 50 patients par jour, de tous les âges. Le massage sert à lui ouvrir les poumons pour la toux et à enlever les glaires. Et je lui fais aussi faire quelques exercices pour le muscler. Ça me rassure de venir ici, parce qu'on m'a soignée comme ça depuis que je suis toute petite, avec des massages. Et pour mon fils, c'est pareil. J'ai envie de le soigner de façon naturelle et traditionnelle. Et en plus, c'est bien plus efficace ici qu'à l'hôpital. Grâce aux herboristes et à leur savoir unique, la médecine traditionnelle malgache a encore de beaux jours devant elle. Nous quittons Antananarivo en direction d'Antsirabe, en suivant la mythique route nationale 7. Cette route, longue d'1 millier de kilomètres, traverse la grande île du nord au sud en passant par les hautes terres. C'est l'une des régions les plus fertiles de l'île. Sur l'immense plateau, des rizières et des cultures en terrasse s'étendent de part et d'autre du ruban d'asphalte. Partout, la terre gorgée de fer donne à ces paysages la couleur rouge si caractéristique de Madagascar. Le plus célèbre habitant de l'île, c'est lui, le zébu, Ombi en malgache. On le reconnaît à sa bosse sur le garrot et à sa peau flasque sous le collier. À Madagascar, il est partout. On l'utilise comme moyen de transport pour les travaux agricoles. On l'offre aussi en dot ou en sacrifice lors de grandes cérémonies. Il est à la fois sacré et une précieuse force de travail. À 160 km au sud de Tana, voici Antsirabe.
Ici est née une initiative originale. La ZOB pour Zebu Overseas Board. Un drôle de nom pour une idée très sérieuse et qui marche. Cette entreprise sociale propose à des étrangers d'acheter un zébu. L'animal est ensuite confié à un agriculteur malgache qui pourra l'utiliser pour travailler au champ. Emma Rasulumanan travaille à la ZOB. Donnez-moi le nom, comme d'habitude. Oui, je voudrais appeler mon zébu Tsarabé. Hélène Spindler est norvégienne. En vacances à Madagascar, elle est venue aujourd'hui finaliser l'achat d'un zébu. Il lui coûte 300 €. C'est difficile de ne pas tomber amoureux de Madagascar. La plupart des visiteurs viennent pour les animaux et ils reviennent pour les gens. J'ai eu la chance d'aller dans des endroits reculés où il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est très facile d'entrer en contact avec les gens. J'adore ça. Voilà votre reçu. Vous avez besoin d'argent, non? Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'un prêt. Chaque mois, le paysan rembourse une partie de la somme et devient à terme propriétaire de l'animal. Et après, vous me donnez un certificat? Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, une photo du zébu et de son acquéreur? Oui, bien sûr. Et quand vous reviendrez, nous pourrons aller leur rendre visite. Hélène en est déjà à son 4e zébu en 2 ans. J'ai tout de suite été séduite par le concept. Ce n'était pas juste donner aux gens un zébu, mais les aider à être plus indépendants. Et je pense qu'avec un projet comme celui-ci, on est dans un rapport d'égal à égal. Parce que vous leur donnez une chance d'être fiers d'eux-mêmes. Ils vous remboursent et sont fiers de posséder leur propre zébu. Ce système de microcrédit, à la fois simple et ingénieux, a déjà permis à de nombreux agriculteurs malgaches de sauver leur exploitation. On appelle le PEZ le plan épargne zébu. Donc, un PEZ ouvert, c'est un zébu. On a ouvert plus de 5600 PEZ jusqu'à aujourd'hui. Donc, 5600 animaux financés. Régulièrement, Emma accompagne les investisseurs étrangers de passage à Madagascar à la rencontre de la famille qu'ils ont parrainée. Aujourd'hui, avec Hélène, elles se rendent au village de Milawaz, à 10 km d'Antsirabe. Ok, on est arrivé. Elles vont rendre visite à Madame Félicité, qui a bénéficié il y a un an d'un PEZ financé par Hélène pour acquérir 2 zébus. Bonjour, comment ça va? Quoi de neuf? Hélène et Félicité se rencontrent pour la première fois. Voici Hélène. Je suis ravie de vous rencontrer et de voir où vivent les 2 zébus. Vous avez combien d'enfants? 2 garçons. Et ils vous aident avec les zébus? Oui, en ce moment, ils m'aident, parce qu'ils sont en vacances. À quoi vous servent les zébus? C'est très important d'avoir un zébu. C'est une source de revenus pour moi et ma famille. Ils nous servent pour travailler au champ, tirer la charrette, transporter des briques. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Le zébu, c'est le meilleur ami des Malgaches. Emma, vous pouvez prendre une photo de moi avec Félicité? Ces rencontres sont aussi l'occasion de tisser des liens entre l'agriculteur et l'investisseur. C'est bon. À Antsirabe se tient chaque semaine un événement incontournable, le grand marché aux zébus, organisé sur ce vaste terrain en périphérie de la ville. Ici, tous les samedis, les éleveurs, vendeurs et acheteurs de la région se retrouvent autour d'1 millier de bêtes. Il est 10 h du matin, le marché bat son plein. Nous y retrouvons Emma, qui vient chaque semaine. Ici, un zébu peut se négocier jusqu'à 1 million d'ariars, soit 300 €, une fortune pour un malgache.
C'est très discret. Elles sont en train de proposer, de marchander. Le vendeur essaie de la convaincre et elle donne des prix aussi. Donc il faut être doué, il faut savoir bien marchander surtout. C'est un jeu. Ce matin, Emma a rendez-vous avec Nain. Hé, reste là, on a un zébu à trouver. Donc lui, c'est Nain. Il fait partie des paysans de la Zob. Donc il est ici pour acheter un zébu sans la Zob parce qu'il va acheter un zébu grâce aux bénéfices qu'il a récoltés avec les 2 zébus qu'il a contactés déjà avec nous. Emma est venue conseiller Nain pour ce premier achat tout seul. Il ne faut pas acheter un zébu obèse parce qu'il mangera beaucoup. Ni trop maigre parce qu'il ne sera pas assez fort. Donc un zébu costaud, ni trop gros, ni trop maigre. Il ne faut pas non plus qu'il soit vieux. Comme ça, il pourra travailler longtemps. Ni trop jeune pour qu'il puisse travailler tout de suite. Il faut vraiment être malin pour acheter un zébu ici. Si on n'a pas l'expérience, on peut se faire arnaquer. Mais moi maintenant, je suis habitué, on ne peut pas me rouler. Nain commence sa prospection. Prudent, il prend son temps pour faire son choix. Soudain, un zébu semble retenir son attention. Les négociations commencent et se font à l'écart, en toute discrétion. Ce matin, j'étais inquiet. J'avais peur de ne pas trouver mon zébu ou qu'il soit trop cher, mais finalement, j'ai trouvé. Je n'ai pas beaucoup marchandé avec le vendeur parce que j'ai vu la qualité de la bête et je trouvais qu'il en demandait un bon prix. Et puis, comme d'habitude, j'ai pris le noir, parce que tous mes zébus sont noirs. J'ai eu un coup de cœur. Il est magnifique, je suis très content. Pour moi, c'est comme si je possédais un grand trésor. Une fois l'accord conclu, Emma vérifie les papiers de l'animal. Chaque zébu vendu ici doit présenter des papiers d'identité détaillés et à jour. Le passeport, la carte de vaccination, donc tout est en règle. On est vraiment très contents parce que grâce à nous, il a pu avoir un autre zébu, donc ça va augmenter son revenu, donc c'est bien. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est le but de la Zob. On peut aller de l'avant quand on a des zébus et c'est prouvé grâce à ce qu'il vient de faire. Merci, merci beaucoup, Nain. Arrête, tu vas me faire rougir. À la fin de la journée, Nain rentre chez lui avec son zébu. Il y a 7 ans, l'agriculteur ne possédait aucun zébu. Aujourd'hui, il a même un plan de carrière. Je suis vraiment heureux. En fait, je procède par étapes. J'ai commencé par acheter 2 zébus. Là, j'ai pu m'en acheter un 3e. Et la prochaine étape, ce sera de m'acheter une nouvelle charrette, parce que celle que j'ai est vraiment trop vieille. Pour nous, les Malgaches, avoir un zébu, c'est la plus grande des richesses. Celle qu'on espère par-dessus tout. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir des zébus, et maintenant, j'ai pu réaliser mon rêve. La prochaine étape de notre voyage se situe plus au sud, au cœur des Hautes-Terres, à Ambouchtre. Dans cette région de Madagascar, il existe une coutume unique en son genre. Le famadine, le retournement des morts.
À cette occasion, on remplace le linceul qui avait servi à envelopper le défunt plusieurs années après sa mort. C'est un événement sacré auquel les Malgaches sont très attachés et qui se pratique encore beaucoup aujourd'hui. Les proches du défunt exhument son corps, puis le transportent en procession dans une ambiance de fête. Ce rituel n'est pas fait pour exprimer son deuil, mais pour rappeler à la personne disparue qu'elle est toujours présente dans les mémoires. Son corps sera ensuite enveloppé dans un nouveau linceul en soie, le lamba mena, un tissu précieux censé réchauffer le défunt, qui peut alors regagner sa tombe entouré de cadeaux. À Madagascar, la soie est un véritable patrimoine. On la tisse depuis le XVe siècle. Dès l'origine, ce matériau noble était réservé aux rois, aux morts et aux grandes cérémonies. Tout un artisanat se développe et avec lui, un important savoir-faire. Mais aujourd'hui, cette tradition tend à disparaître. Des passionnés se battent pour la préserver et la faire revivre, comme Annabelle Rascle, une jeune Française installée à Madagascar depuis 5 ans. Bonjour Doné. Bonjour Annabelle. Oui. Ça va? Ça va et vous? Oui. Oui, bienvenue chez nous. Merci. Ce matin, elle retrouve Doné, son fournisseur en cocon de soie. Il vit à Saanivotri, un petit village d'éleveurs de vers à soie. Ici, dans chaque maison, une pièce entière est réservée à l'élevage de ces vers. Donc voici les chenilles. Donc demain, on va mettre les fougères pour qu'ils puissent faire leur coco. Ah oui. Ils vont monter sur la fougère pour faire les cocos. Les chenilles vont grandir sur ces étagères. Donc tous les jours, il faut leur donner des feuilles de mûrier fraîches. Si on cesse de leur donner à manger, leur développement s'arrête. Donc ils resteront au stade de chenilles. C'est pour ça qu'on doit tout le temps les nourrir. Dans une autre pièce, les vers ont déjà commencé à tisser leur cocon de soie. Ils sont déjà à l'intérieur de leur cocon et ils sont en train de filer autour d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un cocon qui est formé, mais il faut attendre encore quelques jours pour qu'à l'intérieur, la chrysalide soit solide. C'est des bêtes très fragiles. Lorsqu'on entre dans un lieu comme celui-là, il faut faire très attention. Il ne faut pas être malade. Si on a la grippe, on peut contaminer les chenilles et elles pourraient mourir. Pas de parfum, pas de produits cosmétiques et pas de tabac non plus. L'odeur de la cigarette, ça peut les tuer en fait. Chaque semaine, Annabelle vient ici récupérer les précieux cocons pour son atelier de confection. Donc il y a combien là? À peu près 3 kilos. Je pense que j'aurai 1 kilo de fil. Il faut beaucoup de cocon en fait, parce qu'un cocon ça pèse quelques grammes. Bien avant la soie d'élevage, importée sur l'île au XIXe siècle, les Malgaches exploitaient déjà l'une des grandes richesses de leur île, la soie sauvage. Elle est produite par la chenille d'un papillon endémique qui se nourrit principalement de la feuille d'un arbre typique des hauts plateaux, le tapia, aujourd'hui menacé par les ravages de la déforestation qui sévit partout sur l'île depuis un demi-siècle. Dans son atelier, à Embouchtre, Annabelle travaille aussi cette fameuse soie sauvage. Ce matin, elle doit préparer des cocons sauvages avant de pouvoir les tisser, avec Fans, l'une de ses soyeuses. Dans le cocon, il y a une matière qui s'appelle le grès. Donc c'est une matière un peu cireuse qu'il faut éliminer pour avoir que la soie. Donc la première étape, c'est de faire cuire les cocons avec du savon. Le mélange va cuire plus de 4 heures. Les cocons sont ensuite mélangés à du fumier de zébu et enterrés pendant 1 semaine. Cette étonnante technique permet d'assouplir les fils de soie sauvage. Juste à côté, dans un autre trou,
Franz déterre un sac enterré la semaine dernière. Après une semaine de macération, on obtient une pâte homogène qu'il faut rincer à grandes eaux pour éliminer les restes de fumier. Et pour le séchage, les soyeuses ont leur petite astuce. Cette technique-là, c'est elles qui l'ont inventée. Elles ont observé que le fait de le mettre sur le mur, ça le fait sécher plus rapidement. Une fois sèche, Franz bat la pelote pour séparer les cocons et en extraire le fil de soie brute. Ça, c'est la filature traditionnelle avec un outil qui s'appelle l'ampelle. En malgache, ça veut dire jeune fille, parce que traditionnellement, c'est utilisé par les femmes et c'est la méthode ancestrale traditionnelle. Annabelle découvre le travail de la soie à l'occasion d'un voyage humanitaire à Madagascar en 2011. Séduite par ce savoir-faire unique, elle décide de tenter l'aventure et crée son propre atelier. Une petite entreprise d'économie solidaire dans laquelle elle emploie aujourd'hui 5 personnes. Fidèle à la tradition, elle n'utilise que des matériaux locaux et 100% naturels, y compris pour les teintures. Pour teinter le fil de soie, on utilise les plantes qu'on trouve ici et aussi des pigments qui sont contenus dans la terre, dans les écorces. On utilise aussi des champignons. Pour le vert, elle utilise des feuilles d'eucalyptus. Et pour le rouge, rien de tel que la latérite, la terre du pays. Ça, c'est une terre argileuse avec des oxydes de fer donc rouges. Avec les plantes qu'on a utilisées, ça va donner une sorte de violet. Quand Annabelle est arrivée en Embouchtre, seule une poignée de femmes maîtrisait encore le tissage de la soie. Ce savoir-faire, qui jusque-là se transmettait de génération en génération, menaçait alors de disparaître. Tiens, on va les attacher ensemble. Voilà. Ça et ça. Il faut les réunir comme ça. La maman de Franz tissait, mais elle ne lui a jamais transmis cet art. Donc il a fallu réapprendre aux femmes d'ici à tisser. En fait, moi, je les ai fait former par d'autres tisserandes. Et après, elles ont ajouté leur propre manière de faire, leur propre technique. Ma mère tissait déjà des linceuls en soie pour les femmes adines. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Et ça me plaît beaucoup. Mais Annabelle veut aussi faire évoluer cette tradition ancienne. Elle a notamment imaginé une nouvelle palette de couleurs pour les teintures. Ce qu'il y a de bien avec les teintures naturelles, c'est qu'on peut faire beaucoup d'expériences avec différents végétaux, différentes matières, et on a toujours des nouvelles couleurs qui sortent. C'est la partie que je préfère en fait dans le travail de la soie. En mélangeant différentes plantes tinctoriales, elle arrive à obtenir de nouvelles nuances. On ajoute un peu de terre rouge. Et on remet le fil à l'intérieur. On met une deuxième couche de plantes sur le fil. Là, l'eau, elle est bien rouge. Après rinçage, Annabelle et Franz découvrent enfin le résultat. Donc voilà la couleur qu'on a obtenue. Donc là, on voit qu'avec les mélanges des 2 plantes qu'on a utilisées, on obtient une couleur bronze. Et c'est joli. Dans son petit atelier, la jeune Française a même fait construire des métiers à tisser traditionnels à partir de modèles anciens. Une technique manuelle qui demande précision et savoir-faire. Là, c'est assez long parce que c'est très fin. Il y a beaucoup de fils et ce tissage-là va lui prendre peut-être une journée. En redonnant vie à cet artisanat typiquement malgache, Annabelle espère relancer une petite économie locale.
Pour moi, une victoire de ce projet, ce serait que ça leur permette d'accéder à un niveau de vie plus élevé, de vivre mieux au quotidien. Dans sa boutique, elle vend les différentes créations qu'elle a elle-même imaginées. Des écharpes, des pochettes et toute une gamme de linge de maison. Aujourd'hui, Annabelle a un nouveau projet. À côté de l'atelier, 10 000 pieds de mûriers ont été plantés pour accueillir bientôt son propre élevage de vers à soie. Son objectif, maîtriser toute la chaîne de fabrication pour offrir une qualité de soie exceptionnelle. Notre voyage nous mène à présent sur la côte ouest de Madagascar, le long du canal du Mozambique, à Belou-sur-Mer. Ici, le paysage change radicalement. De somptueuses étendues littorales s'étirent à perte de vue. Cette côte sauvage abrite une mosaïque d'écosystèmes riches et fragiles. Elle a été classée réserve de biosphère en 2016 par l'UNESCO. Dans cette région vit un peuple de légende, les Vèzes, littéralement les hommes libres. Des marins semi-nomades, pêcheurs hors pair, qui depuis 15 siècles vivent et se déplacent le long de l'une des plus grandes barrières de corail au monde. Belou-sur-Mer est aussi un gigantesque chantier naval. On y construit des bateaux traditionnels à même le sable depuis la fin du 19e siècle, appelés boutres. À l'époque, le pays veut se doter d'une marine marchande et fait appel au savoir-faire français. Les frères Joachim, 3 charpentiers de marine bretons, installés sur l'île voisine de la Réunion, sont envoyés à Madagascar. Ils transmettent leur savoir aux Vèzes. Aujourd'hui encore, leurs bateaux ressemblent à des goélettes françaises. Fama fait partie de ceux qui savent encore les construire. Ici, on dit un fundi, celui qui a le savoir en malgache. Des boutres comme celui-ci, il en a construit des dizaines. Ici, c'est le principal moyen de transport. Il n'y a pas de route pour venir jusqu'ici. Alors on utilise ces bateaux pour se déplacer. Et aussi pour transporter les marchandises. Ces géants des mers sont capables de supporter jusqu'à 80 tonnes de chargement. Ça, c'est un chantier qu'on a commencé il y a 1 an et demi. On a fait le gros du travail. Il ne reste plus que le calfatage. Après ça, on va le mettre à l'eau et on fera les finitions. Comme mettre le mât, par exemple. Les charpentiers de Belou perpétuent la tradition bretonne avec des outils très simples, mais un réel savoir-faire. Tout se fait à l'œil, sans plan. On n'a pas de machine pour travailler. Tout est fait à la main. On n'utilise que des outils manuels. Une hache, une petite perceuse à main pour faire les trous, pour mettre les chevilles, une herminette. C'est pas évident, mais on a l'habitude. On le fait depuis toujours. Fama aime transmettre son savoir aux jeunes du village, comme à Gova, son neveu. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui perpétue le savoir-faire. Et puis je commence à me faire vieux, moi, maintenant. Pour compléter son apprentissage, Fama montre à Gova un endroit qui lui tient particulièrement à cœur. La tombe des frères Joachim, les charpentiers bretons du 19e siècle. Tu vois, ici sont enterrés les étrangers qui sont venus pour la première fois à Belou et nous ont appris notre métier. Et c'est d'eux que nous tenons notre savoir-faire du boutre.
faut que tu te souviennes de cette histoire. Que tu saches que c'est ici que tout a commencé. C'est un héritage. Dans ma famille, tout le monde faisait ça de génération en génération. Et j'avais envie de perpétuer la tradition, qu'ils ne l'emportent pas avec eux. C'est à nous de leur demander et de prendre l'initiative d'aller apprendre auprès d'eux. Sinon, ça ne viendra pas d'eux. C'est comme ça que j'ai choisi de devenir charpentier de marine. À Belloux-sur-Mer, tous les habitants vivent au rythme des boutres. Même les plus jeunes. Fais voir. Dis donc, elle est belle ta pirogue. Moi aussi, quand j'étais petit, je jouais avec des maquettes, comme ça. C'est à la fois un jeu et un apprentissage. Et puis un jour, on devient charpentier de marine. Comme il y a 150 ans, les boutres continuent à transporter le sel, issu de l'immense saline toute proche d'Antsira, l'une des plus grandes de Madagascar. Les précieux cristaux y sont encore récoltés à la main, dans un balai inchangé depuis des décennies. À marée basse, le sel mis en sac est chargé à dos d'homme sur les boutres. Il fera ensuite le voyage le long de la côte ouest de Madagascar et jusqu'à la Réunion voisine. Madagascar, l'île intense aux 1000 visages, est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.